Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Dans les titres de ce mardi 11 septembre, l'ouverture du salon de l'élevage, le SPACE à Rennes. Le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert était sur place. Les producteurs de lait de la Confédération paysanne ont manifesté. L'affaire de fait de nouveau devant la justice à Quimper. 8 ans après la fin du scandale, des épargnants espèrent faire reconnaître la responsabilité de la banque dans cette histoire d'escroquerie. 34 millions d'euros avaient été perdus. Et puis, autre anniversaire, celui de la lutte contre le projet de centrale nucléaire à Plogoff. C'était il y a 40 ans. Retour dans ce journal sur ce combat écologiste et breton. Ambiance tendue pour l'ouverture du SPACE à Rennes ce mardi. Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, était présent pour l'inauguration du plus grand salon de l'élevage de France. Un accueil sous les sifflets. Les agriculteurs réclament toujours de meilleurs prix pour leur production. Sur place, notre confrère de TVR, Philippe Berthoud. Oui. Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, a inauguré ce matin à Rennes la 32e édition du SPACE, le Salon international des productions animales. Au fil des allées, il a rencontré des éleveurs inquiets, pour la plupart sur leur rémunération. On cherche à faire en sorte que d'un bout à l'autre de la chaîne, tous les maillons puissent s'entendre sur des indicateurs pour faire en sorte de créer les conditions à la fois du meilleur revenu pour les éleveurs et qu'il y ait une juste répartition de la valeur tout au long de la chaîne. On espère maintenant que ce qu'ils viennent de dire et de nous dire aujourd'hui se transformera dans la loi et qu'effectivement nous aurons les outils qui nous permettront d'avancer. Tous les ans on nous promet des choses, mais on les attend les choses. Mais le jour qu'on les aura, ce sera peut-être trop tard. Après un passage sur les stands de production de porc, le ministre s'est arrêté boire un verre de lait, là où il a pu entendre le même son de cloche. Le retour d'une rémunération correcte pour les producteurs. Les seuls aujourd'hui qui doivent gagner de l'argent, qui doivent gagner plus d'argent, ce sont les producteurs. Donc après, dans la filière, tout le monde doit faire des efforts. Le consommateur est prêt à nous écouter. Mais si les producteurs ne retrouvent pas du revenu, même les consommateurs n'écouteront plus les distributeurs et les transformateurs. Et autre dossier qui inquiète les producteurs laitiers, la reprise par la coopérative Sodial de l'usine Sinutra à Carhaix. La Confédération paysanne a mené une action sur le stand de Sodial ce mardi matin au SPACE à Rennes, comme vous le voyez sur ces images de Frédéric Legal du Télégramme. La Confédération paysanne espère obtenir des réponses sur cette transaction. Le site qui fabrique de la poudre de lait infantile pour le marché chinois a cumulé une dette de plus de 30 millions d'euros. À noter aussi que les groupes Dossi et Triscalia ont annoncé ce mardi qu'une maison commune serait construite à Quimperlé, entre le Finistère et le Morbihan. Elle sera le lieu de pilotage du nouveau groupe, né de la fusion de ces deux entreprises agroalimentaires. Fusion qui doit intervenir au 1er janvier 2019. Justice à présent et un nouvel épisode dans l'affaire de fait ce mardi à Quimper. 182 victimes de cette vaste escroquerie ont assigné le Crédit Mutuel. Ils reprochent à la banque un manque de vigilance. Entre 2002 et 2010, Jean-Jacques Defay, condamné en 2017, avait récolté près de 34 millions d'euros auprès de plus d'1 millier d'épargnants, dont une grande partie en Bretagne. L'investissement dans des coopératives de croissance n'était qu'une arnaque. Tracfin, l'organisme du ministère de l'économie chargé des fraudes, avait révélé le scandale en 2010. Frédéric Lorenzon a recueilli les réactions des avocats des deux parties. Tracfin a demandé un certain nombre d'éléments, que Tracfin les a reçus et que Tracfin a considéré qu'il n'y avait pas à en tirer de conséquences. Enfin, quand je dis cela, c'est pas parce que Tracfin me l'a dit, c'est parce que Tracfin n'a rien transmis au parquet, n'a rien transmis à personne, n'a pas ouvert d'enquête et que par conséquent, il n'y avait pas matière à des poursuites probablement. Un encaissement à un rythme effréné de millions d'euros sur les comptes en moins de 2 ans, 32 millions d'euros à la hauteur de cette agence de Hergé Armel, ça paraît absolument faramineux. Monsieur Jean-Jacques Defay n'était pas un entrepreneur à succès bien connu pour cela. Donc ça fait partie des anomalies. Et la deuxième chose, c'est que les fonds des investisseurs ont été dépensés de manière tout aussi effrénée, de telle sorte qu'à un moment, la banque s'est dit quand même, il va falloir que l'on rembourse des investisseurs. Ils ont versé 32 millions d'euros, il nous en reste 8, comment va-t-on faire ? Et le tribunal de Quimper doit rendre son délibéré sur l'affaire Defay le 6 novembre. C'est le moment de retrouver votre chronique La Bretagne en 5 infos préparée aujourd'hui par Benjamin Bréant.
Du nouveau dans l'affaire Troadec, dans laquelle 4 membres d'une même famille ont été tués en 2017 à Orvaux, près de Nantes. Selon une première expertise, le discernement d'Hubert Kawissin, le principal suspect, aurait été altéré au moment des faits, ce qui lui ouvrirait la voie à une hypothétique minoration de peine. Il faudra toutefois sans doute attendre encore pour en savoir davantage. L'instruction prend plus de temps que prévu et un procès semble peu probable avant 2020. 25 parents d'élèves de l'école Le Petit Prince de Plouguerneau dans le Finistère ont fait le voyage jusqu'à Rennes ce mardi matin pour protester contre la suppression annoncée 2 jours après la rentrée d'un de leurs 5 postes d'institutrice en filière bilingue français-breton. Une délégation a été reçue au rectorat, mais les parents ont peu d'espoir d'être entendus. Ils ont lancé une pétition en ligne et envisagent d'en appeler directement au ministre Jean-Michel Blanquer. Dispositif inédit chez Sibiril Technologies à Carantec. Faute de trouver des ouvriers spécialisés, le chantier naval a décidé de créer lui-même sa propre formation. Celle-ci, qui débouchera sur un diplôme de stratifieur, durera 400 heures et ouvrira la voie à des CDD d'1 an minimum. 10 postes sont à pourvoir. Réunion obligatoire ce vendredi à la mairie de Carantec puis au chantier lui-même. C'est un classique des grandes marées. Certains automobilistes ont dû regagner leur véhicule les pieds dans l'eau ce mardi matin à Lannion. Et encore, ils s'en sont bien sortis. Lundi soir, sur le passage vers l'île Calotte à Carantec, une famille a dû quitter sa voiture et la laisser sous l'eau avant d'être transportée par hélicoptère. Des images bien connues mais qui font toujours leur petit effet. Enfin, plus qu'un spectacle, c'est un phénomène qui débarque à Brest pour 3 représentations ce week-end. Les Bodins, duo déjanté qui remplit les zéniths dans toute la France, sont arrivés au parc des expositions avec 10 semi-remorques de décors dont le montage a débuté ce mardi. Autant le savoir, toutes les places sont vendues depuis des mois. D'autres sont en vente pour leur prochain passage, c'est en septembre 2019. Il y a 40 ans, décisions ont été prises de construire une centrale nucléaire à Plogoff, dans le sud du Finistère. Pendant 2 ans, les opposants au projet militent contre cette construction. L'idée sera finalement abandonnée en 1981. Jérôme Gallo revient pour nous sur les détails de cette histoire. C'est Plogoff. Ce 13 septembre 1978, la une du Télégramme fait dans la simplicité. Mais tout le monde a compris. Une centrale nucléaire va sortir de terre au bout du Finistère. Elle devait changer à jamais le visage de Plogoff, mais 40 ans plus tard, ces landes sont toujours aussi désertes et sauvages. La raison ? Les Bretons ont dit non. Face au nucléaire, le petit village de Plogoff, un peu plus de 2000 âmes, se divise entre les pour et les contre. Chez les pour, on voit en cette usine et ses 5200 MW l'occasion de sécuriser enfin la consommation électrique de la Bretagne. Et puis, à la clé, il y a 3000 emplois. Mais chez les contre, en nette majorité, on craint que cette centrale ne dévisage à jamais le pays de ses ancêtres. Et c'est sans parler des sérieux doutes sur la sûreté du nucléaire. Autant dire qu'en 1980, le climat est un peu tendu à Plogoff. Le 30 janvier, les dossiers pour l'enquête publique réceptionnés en mairie sont incendiés le jour même. Ce coup de feu de la municipalité lance une année de lutte contre la centrale, une année rythmée par les jets de pierre des opposants et les grenades des forces de l'ordre. Les escadrons de gendarmes mobiles sont déployés en nombre pour sécuriser des camionnettes qui servent de mairie annexe pour l'enquête d'utilité publique. Mais les irréductibles bretons ne sont pas seuls. Leur combat inspire des militants antinucléaires venus de la France entière prêter main forte. Certaines manifestations rassemblent plus de 100 000 personnes, comme le 24 mai 1980, jour qui marque la fin de la procédure. La pression populaire est forte, elle l'emporte. Le 3 juin 1981, le nouveau président Mitterrand annonce l'abandon de la centrale. Le lendemain, le Télégramme titre en toute simplicité « Plogoff, c'est bien fini ». Et avant de refermer cette édition, nous découvrons l'initiative de Florent Daniello. Ce jeune Morbihanais va partir le 15 septembre pour un tour du monde écolo à vélo. Pendant ces 3 ans de voyage, Florian souhaite sensibiliser au recyclage des déchets. Il nous explique en détail son projet. Xavier Patrijon l'a rencontré avant le départ. Le vélo est prêt et les sacs poubelles aussi. Ceux-là sont particuliers car ils vont accompagner Florian durant un long voyage autour de la planète avec pour objectif de nettoyer, de trier et de sensibiliser autour des déchets. Donc en 2015-2016, j'ai réalisé un tour d'Europe avec un de mes meilleurs amis, Vincent, de Tex également. Et donc on a voyagé pendant 10 mois
Et j'avais l'envie de repartir du coup pour un nouveau voyage, partir seul. Et je voulais vraiment inscrire ce voyage dans une thématique. Et du coup, pendant le premier voyage, déjà, on avait remarqué qu'il y avait des systèmes de recyclage vraiment différents par pays. Et également, en fait, les mentalités étaient complètement différentes. C'est-à-dire qu'il y avait des pays beaucoup plus propres que d'autres. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'est de savoir pourquoi. Le projet Recycling Trip va donc témoigner du rapport aux déchets des autres pays et de ses habitants. Montrer du coup ce qui se passe ailleurs par les photos, montrer du coup à ceux qui me suivent l'état des pays aux alentours et même du nôtre. Et puis après, l'objectif, c'est du coup par le ramassage des déchets, c'est de cumuler, je l'espère, 1 tonne de déchets ramassés à l'issue de ces 2 ans et demi ou 3 ans de voyage. Alors ce samedi 15 septembre, Florian prendra la route avec le nécessaire de camping, ses sacs poubelles, du matériel audiovisuel et numérique pour témoigner de son parcours et puis bien sûr son vélo. C'est un vélo qui est très particulier en fait. Je me suis engagé avec une marque française qui m'a mis entre les jambes un prototype. Donc c'est un vélo qui est unique. Et du coup, il est vraiment adapté pour le voyage à vélo. Il a fallu 1 an et demi à Florian pour préparer le voyage. Le budget est de 25 000 € pour 3 ans, alors forcément, il y a des attentes et une envie de le faire partager au plus grand nombre, par le biais d'un blog notamment. Mais avant tout cela, place au départ à Texno-Yalo, samedi matin, avec la famille, les amis, mais aussi les curieux qui souhaiteront souhaiter bonne route à Florian. Et on lui souhaite un bon voyage. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, vous retrouvez votre magazine d'actualité régionale, l'Instant T. Pauline reçoit aujourd'hui le président de la Fédération des chasseurs du Finistère, car la saison de chasse démarre ce week-end. Les chasseurs, amis ou ennemis de l'environnement, nous lui avons posé la question. Et puis vous découvrirez aussi un reportage sur les coulisses de la conserverie Chancerelle à Douarnenez, qui cherche à recruter une centaine de personnes. L'invité politique de la semaine, c'est Johan Nedelec, le premier secrétaire du Parti socialiste dans le Finistère. Vous retrouvez cette émission à 19h15 et à 23h15 et en replay sur les sites internet de TBO et de TB Sud. Merci à vous d'avoir suivi ce journal préparé par nos rédactions. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. À demain.